à Paranormal sur le vif. Un magasin d'articles de fête au Mexique est assiégé par une entité malveillante. Cet extrait est un exemple typique de vidéo merveilleusement terrifiante. Un enquêteur se fait posséder What the hell, dude? dans un hôpital hanté de l'État de New York. Ce n'est pas un lieu hanté comme les autres. De toute évidence, il y a une présence malveillante là-bas. Un caméraman à Aruba filme une créature verte au fond d'une caverne. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. 2 travailleurs en Géorgie What the hell is that? sont surpris par l'apparition d'un ovni. It's got lights on it. What is it? Ça confirme qu'il y a des choses bizarres dans la vie. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Pour les enquêteurs du paranormal, il n'y a rien de plus exaltant qu'explorer un lieu hanté. Mais même pour les explorateurs chevronnés, il y a des limites. Être témoin de phénomènes paranormaux, c'est une chose. Mais quand une entité s'empare de votre corps contre votre volonté, rien ne va plus. C'est ce qu'ont découvert 3 enquêteurs lorsqu'ils ont visité un hôpital abandonné. What is he doing? Et les vidéos qu'ils ont filmées Yeah. sont effrayantes. Juillet 2021, à Teals, dans l'État de New York. Angelo Bonacorso et 2 de ses amis, Mo et Steve, enquêtent dans l'hôpital de Letchworth, l'un des bâtiments hantés les plus connus de l'histoire des États-Unis. Whoa. This place is very freaking scary. Je m'appelle Angelo Bonacorso et voici mes vidéos. L'hôpital de Letchworth a ouvert ses portes il y a une centaine d'années. C'était une sorte de centre hospitalier pour les personnes souffrant de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un établissement géré par le gouvernement, mais il était sous-financé. On expérimentait sur les patients. Ils y ont subi des traitements atroces. Ce n'est pas le genre de lieu dont on a besoin de reconstituer l'histoire à l'aide d'indices récoltés par les enquêteurs ou par des rumeurs et des légendes qu'on raconte à son sujet. Non, il y a des archives. On sait que les personnes qui y étaient internées vivaient dans des conditions absolument affreuses. What? Look. I thought I heard something come from here. Oh, yeah. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, quand on marchait, on ressentait une drôle de vague de colère. Peu après le début de l'enquête, cette curieuse vague de colère se manifeste. Quelque chose a claqué la porte. Et maintenant, il est impossible de l'ouvrir. Ils parviennent à entrer dans la pièce. Mais ils vont bientôt le regretter. No, dude, there's no one here. Yo! Open it! Open it! It's hard! Oh, how do I open this? Give it a try. Dude, it's like somebody's opening! Closed. Une puissance invisible a enfermé Angelo et Steve dans la pièce. Hold it. C'était perturbant. On ne savait pas vraiment si la porte était coincée ou si une force quelconque nous empêchait de l'ouvrir. J'ai tout de suite pensé que c'était l'œuvre des patients de l'hôpital. Ils ont reçu de mauvais traitements.
Ils ont été enfermés dans ce bâtiment et négligés. Personne ne se souciait d'eux. C'est comme si l'histoire se répétait. Peut-être qu'il s'agit d'un esprit qui est venu s'en prendre aux enquêteurs, comme pour leur montrer ce que lui-même a enduré. Si c'est le cas, se faire enfermer dans une pièce délabrée n'est que le début des mésaventures du petit groupe. Car bientôt, l'entité inconnue qui se trouve parmi eux passe de la manipulation de portes à la manipulation de corps. Your face got all pale. Mo ne se sent pas bien. I feel dizzy. Should we just go? We have to do that basement, man. No, let's go to the basement. We have to. Yeah, we have to. Oh. Dude. I feel so dizzy. Are you serious? Mo était à bout de souffle. Il luttait pour respirer. Dude, he's literally passed out. Quelque chose l'empêchait de respirer, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mo. Quand les phénomènes commencent, on sent qu'une entité tente de prendre possession de notre espace énergétique personnel. On se sent comme si notre tête et nos bras étaient devenus lourds. On n'arrive plus à marcher. I collapsed out of nowhere. Il est courant qu'une personne qui est victime d'une possession totale de son corps perde connaissance. Quelle que soit l'entité qui possède Mo, elle ne veut pas seulement le maîtriser. Quelques minutes plus tard, What the hell, dude? Mo crie, faisant peur à ses amis. What is he doing? Oh, you're scaring us. Yeah. You okay? Non, ça ne va pas. Look at him. Mo? Regardez encore. Mo jette un morceau de bois à Angelo et Steve. Les deux amis s'enfuient en courant. On s'est sauvés. C'était une réaction instinctive. Notre ami venait de nous lancer un objet. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mo, Are you okay? you just threw something at us. I don't remember that. I was in the dark. I just remember waking up in the dark. Et il ne s'en souvient même pas. Selon moi, c'est le moment clé de l'enquête. C'est à cet instant précis qu'on se rend compte à quel point ces explorations sont difficiles psychologiquement pour les enquêteurs. Pour tous les enquêteurs. Oh, he just puked. I think so. Je pense que Steve était sous le choc après ce qu'il a vu. Il a plutôt l'habitude de filmer les lieux abandonnés en plein jour. Il nous accompagne rarement pour les expéditions plus effrayantes. You okay? Il est enfin temps que le groupe quitte les lieux. Pour de bon. I don't know what's going on right now, but we need to Ce n'est pas un lieu hanté comme les autres. De toute évidence, il y a une présence malveillante là-bas. Alors selon moi, c'est l'un des bâtiments les plus intéressants, peut-être même le plus hanté du pays. À venir, un homme repère un cryptide légendaire au Nouveau-Mexique. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Nous avons tous entendu des histoires de trésors enfouis. Les explorateurs suivent une carte jusqu'à la croix, à la recherche de coffres débordants de joyaux, en rêvant de devenir plus riches que Crésus. Mais attention, la plupart de ces expéditions ne mènent à rien. Et dans le pire des cas, les chercheurs se retrouvent eux-mêmes poursuivis par d'autres, convoitant les mêmes richesses. Pour deux hommes au Nouveau-Mexique partis à la recherche d'un sac de pièces d'or, l'expédition aboutit à une découverte absolument terrifiante. Une rencontre épatante avec une créature légendaire.
En 1995, dans l'est du Nouveau-Mexique. L'explorateur Robert Crider reçoit des informations selon lesquelles un sac de pièces d'or, probablement caché après un braquage, serait enterré quelque part dans le désert. Alors, lui et son ami partent à la recherche de ce trésor. Une fois à proximité de l'endroit où les pièces seraient enterrées, ils voient quelque chose au loin qui les cloue sur place. Il s'agit d'une immense silhouette sombre qui se tient debout sur une colline avoisinante. Je m'appelle Robert Crider et j'ai filmé ces images. Nous avions une carte satellite. Elle indiquait l'emplacement d'un trésor. Nous étions sur une propriété privée au milieu d'une zone désertique. Nous avions peu de temps pour nous rendre sur place et quitter les lieux. On courait en fait au milieu des buissons qui n'étaient pas beaucoup plus hauts que nous. C'est là que mon ami John s'est écrié « Bigfoot ». Quelle que soit cette créature, Bigfoot ou autre, elle semble regarder directement Robert et son ami. On voit très bien cette énorme silhouette. On distingue une tête, des épaules. Elle se tient là, sans bouger. Elle est de couleur sombre. Elle se détache nettement des rochers. C'est quelque chose qui a la taille et la silhouette d'une créature qu'on décrit comme étant un Bigfoot. C'est peut-être effectivement un Sasquatch, puisqu'il se comporte exactement comme le ferait un Bigfoot. Il garde ses distances et se tient immobile. Pendant ce temps, il observe les gens qui le regardent. Il était tellement grand que mon cerveau avait du mal à interpréter ce que je voyais. Je cherchais à me convaincre que c'était un arbre. Le jour déclinait. On avait prévu de rester après la tombée de la nuit, mais on ne tenait pas à rester dans les parages avec cette créature. Apeurés, les deux hommes quittent les lieux et rentrent chez eux. Mais plusieurs jours plus tard, leur curiosité l'emporte. Et ils se rendent sur la colline, à l'endroit exact où se tenait la silhouette. Ils ne voient pas d'arbre, mais ils trouvent cependant autre chose. Quand nous sommes arrivés là-haut, nous avons trouvé des empreintes. Elles mesuraient plus d'une 50aine de centimètres. D'après nos estimations, ils devaient bien mesurer 3 ou 4 mètres. Si je m'étais rendu en haut de cette colline pour observer les lieux et que j'étais tombé sur deux empreintes d'une taille démesurée, à l'endroit exact où se tenait la créature, j'aurais été convaincu d'avoir vu un Bigfoot. Ce qui a fini de convaincre Robert, c'est ce qu'ont raconté les propriétaires du terrain quand il leur a montré les images. Ils ont été vraiment surpris. Ils perdent une dizaine de bêtes par année et ils ont toujours cru que c'était à cause de voleurs de bétail. Même les membres de leur famille n'ont pas le droit de se promener sur le terrain parce qu'ils veulent repérer les empreintes des voleurs. Les vols durent depuis des décennies. Je crois qu'ils ont été sous le choc quand ils ont compris quel genre de créatures vivaient sur leur terre. C'est peut-être à cause d'elles que les bêtes disparaissent. Le bétail pourrait effectivement être une bonne source de nourriture pour un Bigfoot. Et l'environnement aussi est idéal. La plupart des gens ont du mal à croire qu'il y a des Bigfoot au Nouveau-Mexique. Mais il y a des régions montagneuses dans le nord de l'État. Et plusieurs personnes ont observé la créature. J'y suis allé pour enquêter sur une apparition d'OVNI. Et tous les gens à qui j'ai parlé croient qu'il y a une créature ressemblant au Bigfoot qui vit dans les montagnes. Quelle que soit cette créature, avec le recul, Robert a compris que même si la rencontre l'a terrifié, il n'avait peut-être aucune raison d'avoir peur. Il a tout l'air du gentil géant. Je crois que c'est une des bonnes leçons que je retiens de cette expérience.
J'ai compris que ce n'était pas un monstre. Peut-être que ce n'est qu'une belle grosse bête qui surveille son territoire, comme il nous arrive de le faire. Sure is. Pour certains, vivre dans un lieu hanté peut devenir une expérience si habituelle qu'avec le temps, ce qui était effrayant finit par devenir routinier. Mais pour ceux qui ont envie d'étudier leurs invités surnaturels, attention, les choses risquent de se dégrader très vite et sans prévenir. La situation qui semblait alors sous contrôle tourne au cauchemar. C'est ce à quoi est confronté le propriétaire d'une boutique au Mexique. Et il ferait mieux de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. En 2021, à Guadalajara, au Mexique. La dernière fois que nous avons vu Mario Lara dans la saison 4, son magasin d'articles de fête était la proie d'activités étranges et paranormales. Il était convaincu que les phénomènes étaient causés par une de ses piñatas. À l'époque, Mario était prêt à tout mettre en œuvre pour avoir le fin mot de l'histoire. J'aimerais partir en sachant que j'ai exploré toutes les pistes. Pour Mario, cela signifie demander l'aide d'un volontaire. Aquí estoy con mi compa Cantú. Se va a quedar a dormir aquí y vamos a instalar las cámaras en la parte de atrás y las que ya están adelante para ver qué alcanzamos a captar. Cantú, l'ami de Mario, va passer la nuit enfermé dans le magasin. Une démarche que Mario lui-même refuse d'entreprendre. ¿No tienes miedo? No, güey. ¿A qué le tengo que tener miedo? La idea de aquí es documentar, güey. Soy un investigador. Cantú n'a peut-être pas peur pour l'instant. Mais plus tard, alors qu'il fait une sieste à l'arrière du magasin de Mario, la situation prend rapidement une tournure étrange. La caméra de sécurité filme et une télévision s'allume toute seule. Ensuite, elle s'approche de Cantú pendant qu'il dort. On dirait une ancienne télévision cathodique. Ça veut dire qu'elle est très lourde. Et elle semble s'avancer tout doucement vers l'homme endormi et qui est donc vulnérable. Ce qui est étrange, c'est que je ne vois pas de prise, je ne vois pas de câble d'alimentation. Elle n'a pas l'air branchée dans le mur et pourtant, elle s'est allumée. J'étais au bord de mon siège, le nez collé à l'écran pour tenter de comprendre ce qui se passait. Je n'avais jamais rien vu de tel et j'étais terrifié. Lorsque Cantú se réveille en sursaut quelques minutes plus tard, lui aussi est terrifié. Mais l'activité étrange du magasin n'est pas encore terminée. Loin de là. Plus tard dans la nuit, pour se distraire, Cantú joue à un jeu de réalité virtuelle. Quand, sans qu'il s'en rende compte, une silhouette translucide qui a l'apparence d'un enfant regarde droit vers Cantú qui est en train de jouer. Puis, la silhouette disparaît complètement. Cet extrait est un exemple typique de vidéo merveilleusement terrifiante. On dirait un petit garçon fantomatique qui se déplace dans la pièce sans se faire remarquer pour observer l'enquêteur. On voit les vêtements qu'il porte, on voit ses chaussures et ses cheveux, on voit ses petits yeux qui brillent.
Il est indéniablement translucide. Il se déplace de manière saccadée, alors que les mouvements de Cantu sont fluides. Puis, il disparaît. C'est une vidéo vraiment impressionnante. Son las casi 8. Pero la neta no dormí nada. Ce petit garçon est peut-être l'esprit frappeur coupable de toutes les activités qui ont eu lieu dans le magasin. C'est une entité malicieuse. Elle s'amuse avec les objets qu'elle trouve. C'est possible. Mais quelques mois après la nuit mouvementée de Cantu, une caméra de surveillance dans la même pièce du magasin filme une activité qui n'est pas espiègle, mais malveillante. Quand l'assistante de Mario cherche quelque chose dans une boîte, regardez encore. Une force invisible lui tire la jambe et la traîne jusque dans l'autre pièce. Le plus perturbant, c'est qu'elle a gardé une marque horrible sur sa cheville gauche. La marque sur sa peau est évocatrice. Il est tout à fait raisonnable de se dire que ça ressemble à l'empreinte d'une petite main. J'ai du mal à croire que le fantôme du petit garçon puisse la tirer de cette façon, mais on dirait vraiment l'empreinte d'une main d'enfant. Même s'il est difficile d'imaginer qu'un enfant fantôme puisse faire une chose pareille, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et il y a une raison terrifiante à cela. C'est peut-être un démon. Les démons prennent souvent l'apparence d'un enfant pour donner aux gens un faux sentiment de confiance. Pour leur faire croire que même s'il se passe effectivement quelque chose d'étrange, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et petit à petit, on comprend qu'on a commis une grossière erreur. C'est une entité qui n'est pas de nature humaine. C'est une entité qui a gagné en puissance dans cet environnement. Peut-être qu'elle est présente depuis bien avant l'ouverture de ce magasin de bonbons. Je ne vois pas pourquoi un magasin de bonbons et d'articles de fête, qui est synonyme de joie et de rassemblements familiaux, serait un endroit qui attire les entités malveillantes. Quelles que soient les raisons de la présence de cette entité, espérons que Mario réussira à s'en débarrasser bien avant qu'elle ne mette la main sur quelqu'un d'autre. À venir, qu'ont vu ses deux collègues What the hell is that? dans le ciel de Géorgie. It's got lights on it, dude. It's blinking. I can see it. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. D'après les statistiques, la plupart des témoignages d'OVNI ont lieu entre 16h et minuit. Oh. Avec un pic entre 21h et 22h. What the is that? La raison évidente, bien sûr, c'est que c'est généralement le moment où il fait le plus noir. Les lumières des appareils sont donc plus faciles à repérer. They just keep coming. Mais prenez garde. Même s'ils sont plus visibles dans le ciel nocturne, ça ne veut pas dire qu'ils n'apparaissent pas pendant la journée. Demandez à ces deux collègues dans l'État de Géorgie qui ont repéré non pas un, mais plusieurs ovnis en plein jour. What is that? There's stuff floating around it. What the hell is that? Le 24 février 2022, à Calhoun, dans l'État de Géorgie. Il est 8h30 du matin et les ouvriers d'entrepôt Nate Holt et Jake Ramirez sont au travail. Quand ils regardent par la fenêtre et voient quelque chose d'étrange dans le ciel. Where the hell is it at? No. Oh, I see it. Je m'appelle Jake. Et moi Nate. Et voici notre vidéo. See it above the power line right there? Yeah. There's stuff floating around it. D'abord, on aurait dit qu'il y avait 3 objets. On savait qu'ils devaient être énormes, parce qu'on les voyait entrer et sortir de la couche de nuages. Ça voulait dire qu'ils étaient très hauts et qu'ils devaient être gros. Where's it going? J'ai d'abord cru que c'était des ballons.
It ain't going up like a balloon. There's stuff around it too. That's what's crazy. What is it? There's stuff floating around it. What the hell is that? Je trouve que cette vidéo est un excellent témoignage parce qu'elle est filmée en plein jour. Quand on la regarde, on est capable de dire qu'il ne s'agit pas de telle ou telle sorte d'appareil, sans toutefois réussir à identifier ces engins. Je peux affirmer que ce ne sont pas des avions. Les avions ne restent pas en vol stationnaire comme ça, surtout pas pendant plusieurs minutes. Même s'ils semblent bouger, ils auraient l'air de tourner en rond. Soudain, les deux plus petits appareils disparaissent. C'est alors que Nate et Jake remarquent quelque chose d'encore plus impressionnant au sujet du plus gros des trois engins. Oh look! What's it doing now? It's got lights on it. No, it's got lights on it, dude. It's blinking, I can see it. Je ne prenais pas la chose très au sérieux, honnêtement, mais dès que j'ai vu les lumières, j'ai compris que nous avions affaire à quelque chose d'unique. Il y avait beaucoup de lumière sous l'appareil aussi. Comme un propulseur. Seriously, that's weird. On dirait des flammes en dessous de l'appareil. Comme si c'était un système de propulsion ou un réacteur. J'ai regardé beaucoup de vidéos d'OVNI. J'ai vu des drones et plusieurs objets similaires. Ça ne ressemble pas à un drone. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos tournées en plein jour où un appareil s'allume de cette façon. C'est une toute autre catégorie d'objets volants non identifiés, car ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir pendant la journée. Souvent, quand des lumières s'allument sur un appareil, c'est à l'intention des gens qui l'observent. C'est pour faire comprendre qu'ils sont observés en retour par les occupants du vaisseau. Les lumières seraient-elles un signal pour Nate et Jake? Ou peut-être pour quelqu'un d'autre? On a une collègue qui s'appelle Brandy. Son mari travaille au centre-ville de Calhoun, qui est à plusieurs kilomètres d'ici. Il l'a vu aussi. Il n'en avait rien dit jusqu'à ce qu'elle lui en parle, après qu'on lui a montré la vidéo. Il a avoué qu'il l'avait également vu. C'était la même journée, au même moment. Ça rajoute de la crédibilité au témoignage. Quand d'autres témoins disent avoir vu la même chose dans le ciel, au même moment, mais depuis un autre endroit, avec une perspective différente. Quand des ovnis apparaissent dans le ciel, de nombreux théoriciens supposent que le but est d'habituer les humains à leur présence pour éviter de causer la panique et de déclencher un protocole de défense agressif. Les extraterrestres chercheraient à minimiser le choc en préparation de leur grand débarquement. Si c'était véritablement l'intention de l'occupant de l'OVNI ce jour-là, il peut considérer que Jake et Nate sont préparés. Ça a changé ma perception à plusieurs niveaux, particulièrement en ce qui concerne le paranormal et les ovnis. Je suis plus ouvert d'esprit après cette rencontre. Ça confirme qu'il y a des choses bizarres dans la vie. À venir, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs de cette ancienne mine d'Aruba? Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Nous savons qu'il se passe des phénomènes étranges dans le ciel. Dans les bois. Dans les profondeurs. Something moving in the water on Loch Ness. No idea what it is. Et même dans nos maisons. Mais peut-être que les mystères les plus terrifiants et les plus susceptibles de déclencher une crise de claustrophobie reposent au fond des cavernes inexplorées du monde. Ce sont des lieux sombres et humides qui ont coûté la vie à des milliers de personnes à travers l'histoire. Un homme d'Aruba possède peut-être la preuve que ce qui se cache au fond des cavernes est absolument déconcertant.
Janvier 2022. À Aruba. Rogelio Montero fait partie d'une équipe de tournage qui est partie explorer les profondeurs d'une mine, où un homme en est à son 70e jour d'un défi visant à passer 100 jours consécutifs dans une caverne pour battre le record du monde. Je m'appelle Rogelio Montero et j'ai filmé ces images. On tournait une émission de télévision sur un homme qui voulait battre le record du monde du plus grand nombre de jours passés dans une caverne. Il y a longtemps, c'était une mine d'Aruba et les ouvriers venaient de 4 coins de l'île. Plusieurs personnes sont mortes dans ces cavernes et elles y sont toujours ensevelies. Les cavernes sont associées à des accidents tragiques. C'est à cause de la nature du travail qui y est effectué. J'ai entendu parler de plusieurs mines qui seraient hantées ou chargées d'une énergie négative et certains racontent y avoir vécu des expériences troublantes. Les gens qui ont perdu la vie dans les tunnels et dans les cavernes meurent dans des circonstances tragiques et très violentes. C'est sûrement le genre de décès dont le traumatisme résonne encore dans l'au-delà. Même si l'ambiance est étrange dans la caverne, pour Rogelio, ce n'est rien de plus qu'une journée de travail. Jusqu'à ce qu'il rentre chez lui pour regarder les images qu'il a filmées au fond de la mine et remarque un détail étrange. Regardez bien. Avez-vous vu? Regardez encore. Une forme étrange de couleur verte, impossible à identifier, se cache derrière un rocher au moment où Rogelio balaye la scène avec sa caméra. Sur le moment, quand j'ai regardé les images, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'est vrai qu'on s'était senti observé pendant le tournage. On voit quelque chose qui est indéniablement vert. Ça n'a pas l'air humain. On dirait la peau d'une créature bipède. Elle a l'air consciente qu'elle n'est pas seule dans la caverne. Ça ressemble à une masse informe. Ça me fait penser à une créature typique des films de science-fiction. Une anomalie composée de gaz, mais consciente, ou une espèce de nébuleuse plasmique. La créature a l'air grande, plus ou moins translucide. Elle veut rester en dehors de l'écran. Elle ne veut pas se montrer aux individus qui sont dans la caverne. Il existe plusieurs espèces d'animaux qui ont évolué dans le noir complet et ils évitent la lumière. J'en viens donc à me demander s'il ne s'agirait pas d'une créature du même genre qui aurait développé une aversion pour la lumière. Peut-être que le lieu dans lequel elle a été observée peut nous renseigner sur la nature exacte de cette créature. On raconte de nombreuses histoires au sujet d'endroits comme celui-ci. Des mines où les mineurs ont rencontré des créatures étranges. De nombreuses personnes ont perdu la vie dans les mines. Il y a eu beaucoup de désastres et d'accidents. Une légende en particulier semble correspondre à cette créature, c'est la légende des Tommyknockers. On les décrit comme de petites créatures semblables à des gnomes ou des lutins. Ils mesurent une 60aine de centimètres de haut et de nombreux témoins disent qu'ils sont verts. Parmi les créatures souterraines les plus connues, on trouve les reptiliens. Ils ressemblent à des reptiles de taille humaine. Ils sont reconnaissables à leur peau gris-vert. Ce sont des êtres très évolués et très intelligents. Il existe une théorie selon laquelle la race humaine ne serait qu'une expérience scientifique menée par les reptiliens. Ces créatures nous observeraient, étudieraient notre comportement sur la planète depuis le confort de leur réseau de tunnels souterrains. Alors peut-être que Rogelio a filmé un reptilien qui se cache dans cette caverne. Compte tenu du peu que nous connaissons au sujet du monde souterrain, cette théorie n'est pas aussi improbable qu'on pourrait le penser. Les humains ne peuplent qu'une petite portion de la planète. Il y a de nombreux environnements dans lesquels nous ne pourrions pas survivre. Ce sont les endroits les plus riches en légendes, car nous pouvons y entendre un bruit étrange, apercevoir quelque chose d'inusité en nous promenant dans ces lieux sans jamais savoir de quoi il s'agit. Plus nous explorons ces endroits inconnus, que ce soit les profondeurs de l'océan ou les cavernes, plus nous risquons de découvrir de nouvelles espèces et d'autres créatures que nous n'avons jamais vues. Rogelio, de son côté,
Et prêt à relever le défi. Je n'ai pas vraiment eu peur. Je ne suis pas facile à impressionner. L'homme qui a tenté de battre le record du monde, par contre. Quand j'ai parlé à l'homme qui est resté dans la caverne, il m'a dit que jamais, au grand jamais, il ne voulait y remettre les pieds. À venir, cette ombre pourrait-elle être un ange gardien? C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. De toutes les entités paranormales qui existent, les plus effrayantes sont sans doute les silhouettes noires. Elles sont de forme humaine, mais sans traits distinctifs. Por la parte de la terraza hay una especie de hueco que no sé a dónde va. Elles rôdent dans les coins sombres et terrorisent tous ceux qui croisent leur chemin. Mais certaines silhouettes remettent en question ce modèle. Ce qui pourrait vouloir dire que nous avons affaire à un tout nouveau genre d'entité. Janvier 2022, à Zacatecas, au Mexique. Un homme travaille depuis la maison et remarque ce qui ressemble à l'ombre d'une personne faisant les 100 pas derrière ses rideaux. Hey, ¿qué pedo? Si ven eso. Si vous vous demandez ce qu'il y a de si inquiétant, attendez un peu. Es que estoy en un segundo piso. Ça n'aurait pas pu être mieux mis en scène que ça. Je me suis fait totalement avoir. J'étais sceptique. Je ne voulais pas y croire. En regardant les images, je me disais qu'il s'agissait vraisemblablement d'une personne qui marchait dehors. Regardez la vidéo, c'est évident. Puis, il a ouvert le rideau et j'ai vu qu'il était au premier étage. Je me suis écrié... Quoi? Non seulement il n'y a personne dehors, mais il n'y a pas non plus d'espace où marcher. Si l'ombre était projetée par un humain, celui-ci devait flotter ou voler à l'extérieur de la fenêtre. O sea, no hay nadie en ninguna azotea. Nada. Absolutamente nada. Tampoco hay nadie en la calle. J'ai entendu parler de gens qui ont vu des silhouettes noires, mais je n'avais jamais entendu parler d'une situation où l'ombre apparaissait en pleine lumière. Elle se fait connaître, puis une fois que le rideau s'ouvre, elle a disparu. Si ce n'est pas une silhouette noire typique, alors qu'est-ce que c'est? Une apparition similaire à Liverpool en Angleterre pourrait fournir quelques réponses. En octobre 2019, Tracy Lenihan raconte des histoires au sujet de son père décédé, Terrence, à sa fille Natalie. Quand tout à coup, une silhouette sombre apparaît derrière les rideaux. Et comme l'apparition au Mexique, alors qu'elle se rapproche pour voir ce que c'est. Quand elle a bougé les stores, je n'en suis pas revenu. J'ai eu des frissons. J'en avais la chair de poule. Parce que la silhouette n'a même pas bougé pendant que Tracy s'en approchait. Sa présence est inexplicable. Ce qu'il y a d'encore plus étrange, c'est ce qu'elle filme au moment où elle ouvre les rideaux. Regardez bien le reflet dans la fenêtre. On dirait qu'une autre main tient celle de Natalie. Voir cette main dans le reflet de la fenêtre, ça rend toute la scène encore plus perturbante. C'est le moment où on se rend compte qu'elle a vraiment filmé quelque chose d'incroyable. C'est effectivement incroyable. Et Tracy croit savoir à qui la seconde main appartient. Ce serait celle de son père, Terrence, dont elle parlait tout juste avant. La chronologie des événements rend la situation très intéressante. Ces femmes parlaient d'un être cher qui est décédé. Et il existe des théories du paranormal
selon lesquels il arrive parfois que les défunts viennent nous rendre visite pour offrir un peu de réconfort, une forme de protection, ou simplement pour nous faire savoir qu'ils sont là et qu'ils vont bien. C'est une expérience très courante dont les gens témoignent après la perte d'un être cher. Bien souvent, après le décès d'une figure parentale, ils sentent que cette personne veille sur eux. On pense parfois que ce sont des anges gardiens, des guides spirituels. Mais souvent, on reconnaît en eux les personnes que nous connaissons et que nous aimons. C'est fascinant. Si la théorie de Tracy est exacte, sa vidéo nous apporte l'espoir que nous avons peut-être tous un ange gardien qui veille également sur nous. Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui racontent que lorsqu'elles ont perdu un être cher, elles ont cru recevoir un message de leur part. S'il y a bien une vie après la mort, j'aime penser que nous pouvons revenir pour envoyer un signe aux personnes qu'on aime, leur faire coucou de temps en temps. C'est une belle intention. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, faites confiance à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Enfin, n'arrêtez pas de filmer. What the hell, dude? Même si vous avez peur. Oh my God! Run! Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.